Bonjour. Vamos a empezar este segundo día del encuentro y va a intervenir ahora la profesora Natasha Vessé de la Universidad de La Rochelle con el título que ella misma va a leer para no estropear yo el ambiente con mi mal francés. Adelante. Muchas gracias. Bien. Alors, voilà, je ne savais pas quel allait être mon public aujourd'hui, donc j'ai décidé de faire cette communication en français. J'espère que les lusophones et les hispanophones me pardonneront. Je voudrais d'abord remercier évidemment le comité d'organisation de ces assises pour son accueil, et en particulier Maria Rosa Frejaville qui m'a fait l'amitié de me proposer de venir ici. Et puis je vais vous remercier aussi à vous les étudiants, parce que en fait aujourd'hui je vais un peu parler de vous. Vous ne le savez pas, mais je vais parler de vous. Alors, le titre que j'ai donné à cette communication, c'est « Comment appréhender un réel lointain via l'image en mouvement et déjouer le prisme des représentations, un défi de civilisationniste ». Derrière ce titre, qui est peut-être un peu énigmatique pour le moment, j'ai souhaité proposer une réflexion qui répondrait aux axes 3 et 4 de l'appel à communication de ces assises. Celui sur la civilisation, en particulier les volets sur les représentations mentales de l'autre, les impérialismes, les contacts et les conflits, en particulier dans le champ culturel, et celui sur l'image, en particulier la production filmique en langue espagnole, et plus particulièrement en fait en langue hispano-américaine, si on peut utiliser ce terme. J'ai aussi voulu m'inscrire dans la continuité d'une réflexion disciplinaire sur ce que l'université française nomme la civilisation, à la fois en tant que champ de recherche et d'enseignement. Je m'appuierai donc sur un cas concret, à travers un retour d'expérience sur un cours, un TD plus précisément, dont j'ai la charge depuis plusieurs années et dont l'objet initial est d'aborder des questions de société de l'Amérique hispanique contemporaine avec un public de Master 1 LEA, Langue, Culture, Affaires internationales, Parcours Amérique, c'est-à-dire une formation qui est vraiment orientée sur le continent américain. L'existence de ce cours dans la maquette du Master émerge d'un triple impératif. Le premier est perfectionner les capacités linguistiques de ses étudiants. Le deuxième, leur faire prendre conscience de réalités sociales généralement lointaines géographiquement et conceptuellement de leur propre vécu. Et le troisième, leur apporter des connaissances et des outils de compréhension leur permettant de prendre en compte les spécificités de ces réalités sociales, ces réalités entre guillemets sociales dans leur future pratique professionnelle. J'ai donc conçu ce cours comme une expérience que je mène et que j'essaye de peaufiner depuis 2013. Et il consiste à sélectionner des documents vidéo appartenant à la fiction ou au documentaire cinématographique afin de les utiliser comme point de départ pour les étudiants d'une prise de conscience d'abord et d'une analyse ensuite de phénomènes sociaux, politiques, culturels propres à l'ère culturelle et linguistique hispano-américaine. Or, puisque le dit matériel est inévitablement marqué par la subjectivité de son ou ses auteurs, le biais que j'ai choisi pour l'utiliser dans le cadre de ce cours est celui des représentations. Autrement dit, comment au sein du ou des cinémas hispano-américains rend-on compte de questions de société et de mouvements sociaux souvent concomitants à la production des films en question. L'objectif de la démarche est de sensibiliser ces étudiants déjà avancés dans leur cursus à des situations socio-culturelles spécifiques, mais également à la multiplicité des perceptions, représentations d'une même question et à la pluralité et ou la versatilité des sources d'information. J'essaierai donc ici de vous convaincre de l'intérêt et des enjeux d'une telle démarche, en tâchant de ne pas en occulter les limites, afin d'une part d'apporter une modeste contribution à la réflexion sur les implications des diverses modalités d'enseignement des langues et civilisations, et d'autre part de montrer la façon dont cette expérience peut enrichir rétrospectivement tant des postures d'enseignement que de recherche. Alors je vais structurer, on va dire, cet exposé en 3 parties de façon très classique et très française. D'une part, comment j'organise le cours. D'autre part, en quoi ce cours constitue un défi stimulant pour un civilisationniste. Et enfin, la façon dont émergent et se développent au gré de ce cours les représentations et leurs analyses. L'organisation du cours, d'abord, de façon très pragmatique. C'est un enseignement qui est basé sur le co-apprentissage et l'autonomie, parce que je considère que ce sont des formes d'apprentissage qui sont praticables et nécessaires en master. Et un cours également basé sur l'oralité, puisque là, c'est plus une question
d'obligation, on va dire, puisqu'il s'agit de l'unique cours du semestre dans la maquette de formation où les étudiants ont la possibilité de s'exprimer oralement en espagnol. Alors ces deux éléments se combinent finalement pour stimuler progressivement une dynamique de groupe qui s'avère utile dans d'autres circonstances pour ces promotions de Master 1, voire Master 2 ensuite. Je vais vous exposer rapidement ce que je demande aux étudiants et comment je les accompagne au long du semestre. Pendant le premier cours, je leur propose une liste de thèmes au regard desquels j'ai sélectionné 3 à 5 films dont les réalisateurs sont hispano-américains et qui ont essentiellement été diffusés dans les années 2000, à partir des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui. Les effectifs sont généralement d'une vingtaine d'étudiants dans cette TD, donc on divise le groupe en 4 ou 5 groupes de 3 à 5 étudiants qui vont travailler ensemble pendant tout le semestre sur un thème qu'ils auront choisi. Alors j'ai défini 7 thèmes pour le moment, en fonction des années ça change, je vous en donne simplement quelques exemples. Salir de la violencia, ser joven, viajar, atravesar movimientos sociales, et il y en a d'autres. Et en regard de ces thèmes, j'ai sélectionné une trentaine de films, 30 à 35 films, à raison de 3 à 5 films par thème. C'est-à-dire qu'ensuite chaque groupe doit choisir 2 films parmi ceux qui sont proposés en regard de son thème. Les séances sont réparties ensuite entre des présentations orales et des séances de travail dans la salle de cours avec moi, en petits groupes. Alors il y a 3 séances de présentation orale avec une idée de progression d'une séance à l'autre si possible. La première est consacrée à l'établissement d'un synopsis et à la contextualisation du premier film choisi. C'est très rapide. La deuxième séance reproduit le modèle de la première, mais en plus, les étudiants doivent analyser une scène courte du deuxième film. Et l'analyse de cette scène doit porter sur les modalités de tournage choisies par le réalisateur. Encore une fois, pour aborder la question des représentations, bien évidemment. Et enfin, on arrive à la 3e séance de présentation orale où je demande aux étudiants de proposer une réflexion structurée autour du thème en utilisant les 2 films comme support. Pour ne pas nous limiter au support du film, je demande aux étudiants de mettre des documents scientifiques en regard de ces films, dont ils doivent connaître la genèse et le destin. Ça fait partie aussi de l'approche. Et je leur demande évidemment de faire appel à leur sens critique. Et pour des raisons d'organisation et de dynamique de groupe, les autres étudiants, le public, doit prendre des notes et poser des questions, puisque en fin de semestre, on leur demande une restitution sous forme synthétique d'un des thèmes qui auront été présentés. Les 2 séances de travail dans la salle de cours, je passe rapidement dessus, mais la première se constitue de la présentation d'une bibliographie commentée où je demande simplement aux étudiants d'expliquer quelles sont leurs sources, pourquoi ils les ont choisies et en quoi elles apportent un éclairage nouveau au thème par rapport au film qu'ils ont sélectionné. Et la 2e séance de groupe, c'est simplement une séance où les étudiants travaillent en petits groupes et je passe d'un groupe à l'autre pour les accompagner un petit peu dans leur cheminement, voilà, dans l'avancée de leurs travaux. L'objectif de cette démarche pédagogique, c'est de poser un cadre de travail net, assez précis, pour accompagner les étudiants dans leur traitement des questions abordées, tout en leur laissant une grande liberté de mouvement pour analyser les contenus choisis. Puisque dès le départ, ce sont eux qui choisissent et les thèmes et les films. Ils sont acteurs, finalement, de leur apprentissage. Cette précision du cadre que je viens d'évoquer, elle est utile, voire nécessaire, à mon sens, pour rassurer les étudiants qui sont souvent un peu désarçonnés par autant de liberté après un cursus de licence souvent très axé sur des pratiques d'enseignement plus traditionnelles, disons. Et de mon côté, en tant qu'enseignant, je trouve cette liberté assez stimulante puisqu'il faut s'adapter chaque année aux nouvelles combinaisons créées par les étudiants à travers leurs choix de thèmes et de films, puisque ces choix vont susciter des interrogations et des interprétations variables. Et c'est là qu'intervient la question de l'ancrage disciplinaire de cette démarche et de la nécessaire réflexion sur ce qu'est la civilisation, puisque à l'occasion de chaque présentation, les questions abordées tiennent de disciplines diverses, l'histoire, les sciences politiques, la sociologie, les cultural studies, l'économie, enfin bon, je ne vais pas toutes les énumérer. Et cette pluridisciplinarité dont on a un petit peu parlé hier est justement le lot quotidien des civilisationnistes. Donc, j'en viens à ma 2e partie sur le fait que cet enseignement représente un défi, finalement, plusieurs défis pour un civilisationniste.
Les réflexions de cette deuxième partie font écho au numéro 100 de la revue Caravelle, qui s'était consacré, dont le titre était « Regard sur 50 ans de latino-américanisme », qui a été publié aux presses universitaires du Mirail, et en particulier 2 articles, celui d'Elisabeth Cunin, j'espère que je n'écorche pas son nom de famille, sur l'anthropologie française au miroir de l'américanisme, politique, savoir, altérité, et celui de Sylvie Mégevant, Enseigner l'Amérique latine aujourd'hui. À partir de ces 2 articles, je vais donc soulever un certain nombre de défis disciplinaires qui mettent en évidence les difficultés rencontrées lorsqu'on pratique, si on peut dire, ou lorsqu'on enseigne la civilisation, encore une fois, entre guillemets, hispano-américaine contemporaine, en s'appuyant sur des supports artistiques. Alors, je vais soulever ici 4 aspects différents. La question de la civilisation, celle de l'américanisme, celle de la contemporanéité, et une petite réflexion sur ce support artistique. La première question sur la civilisation. C'est une discipline qui est encore ambiguë puisqu'elle peine à se définir pour 2 raisons principales à mon avis. Le terme même de civilisation porte à confusion. On s'en rend compte quand on va à l'étranger parce qu'il peut faire craindre notamment une approche eurocentriste et ou politisée similaire à celles qui ont pu être reprochées à l'anthropologie, par exemple, notamment quand on s'intéresse au thème des identités. Là, c'est encore plus suspect, on va dire. Et autre raison qui contribue à la difficulté de définir la civilisation, elle se situe à la croisée de disciplines déjà consacrées, celles que j'ai évoquées précédemment, histoire, sciences politiques, etc. Et cette porosité aussi la rend souvent suspecte aux yeux de la communauté scientifique. Par conséquent, en tant que civilisationniste, d'une part, il est nécessaire de clarifier préalablement à toute réflexion quelles sont les disciplines dont on emprunte les outils méthodologiques et les postures en fonction du sujet abordé, afin de passer de la pluridisciplinarité à l'interdisciplinarité, voire pour les plus audacieux à la transdisciplinarité, mais c'est un champ encore plus complexe. D'autre part, il est nécessaire d'être particulièrement précautionneux dans notre façon d'aborder chaque sujet en identifiant, voire en exposant clairement, les présupposés qui en guident l'analyse. L'intérêt de cette réflexion au regard du cours dont je vous parlais précédemment, c'est qu'elle permet de sensibiliser finalement les étudiants aux exigences d'une approche scientifique, à l'existence de variantes disciplinaires et à leurs impératifs méthodologiques. Voilà, donc où chercher, comment chercher, à partir de quels outils, dans quel champ disciplinaire, etc. Le deuxième aspect que je voulais aborder, c'était la question de l'américanisme. Alors traditionnellement, historiquement, c'est ce que signale Sylvie Mégevant dans son article dans Caravelle, il y a une prééminence de l'hispanisme péninsulaire face à l'hispanisme-américanisme dans l'imaginaire et dans l'espace universitaire français. Alors ce clivage ou ce déséquilibre, ça me nuise peu à peu, mais il ressurgit de facto à travers des situations très prosaïques, comme par exemple l'organisation logistique des études de terrain. En effet, le coût d'une mission de terrain quand on change de continent est nécessairement plus élevé, ne serait-ce qu'à cause du billet d'avion. Et donc, on va avoir tendance à privilégier des missions plus longues pour rentabiliser aussi quelque part ce déplacement et augmenter encore davantage le coût de la mission. Donc, pour l'américaniste, il est parfois nécessaire de développer des stratégies de contournement de ces difficultés. Par exemple, en définissant son sujet de recherche en fonction de ressources accessibles, ou alors, et c'est ce que je proposais plutôt dans ce cours, en croisant des sources et des approches méthodologiques qui permettent, dans certains cas, de s'affranchir finalement des missions de terrain. Alors, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours souhaitable, et ça n'empêche pas que le problème de l'accès aux sources persiste. Alors, j'en reviens à mes films pour ce cours. Vous imaginez bien que pour trouver une trentaine de films hispano-américains, il a fallu utiliser des moyens pas toujours conventionnels, on va dire. Comme je suis filmée, je n'en dirai pas plus. Mais on remarque quand même que la situation, là aussi, tend à s'améliorer parce que, notamment, les fonds documentaires des bibliothèques universitaires s'enrichissent peu à peu de DVD
Et je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres universités, mais par exemple à La Rochelle, depuis l'année dernière, on bénéficie d'un service de vidéo à la demande qui permet d'accéder gratuitement à un certain nombre de films de pays du monde entier à travers une plateforme. Donc ça, effectivement, ça aide quand même à accéder aux sources et ça permet finalement de rendre ce cours viable. Parce que si les étudiants ne pouvaient pas accéder aux films, on ne pourrait pas continuer à pratiquer cette expérience. Et d'un autre côté, concernant les documents scientifiques, on observe quand même l'utilisation progressive de nouvelles technologies dans les centres de recherche hispano-américains avec la numérisation d'un certain nombre de ressources. Et là aussi, ça permet de s'affranchir d'éventuelles recherches archéologiques au fin fond des archives des bibliothèques hispano-américaines. Petite réflexion au passage, il me semble que cette réflexion autour des variantes de l'hispanisme et de l'accès aux sources donne aussi l'occasion de ne pas oublier les civilisations originelles. Encore une fois, j'utilise civilisation entre guillemets du sous-continent, c'est-à-dire toutes les ethnies indiennes. Et c'est aussi l'occasion de signaler, en fonction des situations, tantôt leur invisibilisation dans certains champs de la société, y compris dans le monde de la recherche, tantôt la mise en exergue de leurs spécificités selon les contextes, les lieux et les périodes. J'en viens maintenant à la dimension contemporaine qui représente souvent une difficulté méthodologique pour les étudiants qui ont tendance à considérer que cette proximité temporelle les dispense de la rigueur du travail universitaire. La parade, j'en ai déjà parlé, elle est relativement simple, exiger le recours simplement à des ressources scientifiques. Et l'intérêt de cette même parade, là aussi je me répète un petit peu, c'est qu'elle permet de sensibiliser les étudiants à la multiplicité des sources et à leur versatilité dans certains cas, mais aussi elle leur permet d'exercer leur sens critique. Finalement, le champ artistique, qui est déjà un champ compliqué à aborder, puisqu'il fait appel à la subjectivité et donc à des approches parfois complexes, donc c'est un peu le point de départ de ce cours, et là où ça se complique encore, c'est qu'on parle du cinéma. C'est une expression artistique qui elle-même peine encore parfois à être reconnue comme telle, c'est-à-dire au même niveau que la littérature ou la peinture, la sculpture, les arts en général. Et donc on en revient finalement à la concurrence qui peut exister entre les cultures savantes et les cultures populaires, où le cinéma est parfois intégré, alors que dans d'autres situations, on l'attache plutôt aux cultures savantes. Ça va dépendre finalement du type de film. Et pour contrebalancer cette dichotomie savant-populaire, j'encourage les étudiants d'abord à mettre en valeur la dimension esthétique des films abordés, vraiment pour avoir cette approche plus artistique, et à prendre en considération la diversité des formes culturelles en revalorisant, si vous voulez, les approches liées aux cultures populaires. L'intérêt du biais artistique, pour moi, dans ce cours, c'est vraiment de mettre en pratique la question des représentations pour que les étudiants vivent eux-mêmes cette question de la représentation, de la part des réalisateurs, de la part des personnages des films, de leur part à eux-mêmes en contact avec le film. Et donc j'en viens à ma troisième partie, la façon dont émergent et se développent au gré de ce cours les représentations et leurs analyses, ou leur analyse. Je vous rappelle la modalité essentielle de fonctionnement du cours, croiser les regards, les points de vue. La vision des réalisateurs à travers leurs films, qui est forcément subjective, même si parfois l'intégration de documents historiques rend assez poreuse la frontière entre réalité et fiction. La vision de scientifiques à travers leurs écrits, là aussi, elle n'est pas forcément objective, et là, on s'interroge aussi sur ces questions-là. L'intégration des connaissances apportées et des regards portés par les étudiants eux-mêmes, parce qu'ils ont aussi un vécu personnel, dans certains cas des expériences de mobilité hispano-américaine, donc ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Et puis évidemment, mon regard personnel d'enseignant-chercheur sur les films et sur les autres regards dont je viens de parler. L'objectif du travail, c'est vraiment de signaler et de tenter de dépasser des écueils fréquents dans la vision européenne de l'Amérique hispanique, qui est encore majoritaire chez les étudiants, cette vision depuis l'Europe. Alors on essaye d'éviter l'eurocentrisme, le misérabilisme, tout ce qui a trait aux stéréotypes.
Et on essaye aussi d'éviter les écueils liés aux représentations véhiculées par les œuvres cinématographiques elles-mêmes, en prenant bien en considération le risque de recevoir le message de l'œuvre cinématographique au premier degré. Ce risque de lecture au premier degré, pour moi, il existe aussi dans certains documents émis par des scientifiques qui, parés de leur autorité académique, adoptent des biais conceptuels ou idéologiques dont les étudiants n'ont pas forcément conscience. C'est pour ça aussi que les échanges pendant les cours sont nécessaires pour inviter les étudiants à la prudence, même quand ils consultent des documents scientifiques, ou en tout cas présentés dans un cadre scientifique. Quels sont les résultats de cette expérience pédagogique pour finalement en arriver à l'intérêt que représente pour moi ce cours? D'abord, une ouverture culturelle accrue, c'est évident, avec l'accès au film qui permet de découvrir des pans plus amples des cultures hispano-américaines, qui souvent sont évoquées de façon très fragmentaire, plus pour des raisons matérielles que par manque d'intérêt. Les présentations mutuelles permettent d'aborder plus de thématiques de façon plus dynamique, même si la méthode comporte des risques, puisque le résultat dépend finalement de la qualité des travaux fournis par les étudiants. Et ce cours, c'est aussi l'occasion de prendre conscience que certaines ressources ne sont pas si inaccessibles que ce que l'on pourrait penser, et finalement de faire découvrir aux étudiants des ressources documentaires auxquelles ils ne pensent pas forcément. Autre résultat, c'est que cette expérience permet vraiment d'amorcer une réflexion sur les questions d'identité et d'altérité. Alors, l'autre, soi-même, l'autre comme autre soi-même, etc. Et donc, je peux l'illustrer par une anecdote qui a eu lieu là en début de semaine. C'était bien pratique. Un de mes étudiants mexicains a demandé à des étudiants français, à l'issue d'une présentation, comment ils parvenaient à concevoir et à comprendre la violence absurde, ce sont ces mots, qui existe sur le sol hispano-américain. Et donc cette interrogation, pour moi, elle tombait à pic, puisqu'elle matérialisait parfaitement la question de la représentation de soi, là, l'étudiant mexicain en tant que membre d'une communauté nationale et même continentale, l'Amérique hispanique, et des autres, les Européens. Donc on avait finalement encore un nouveau niveau de regard croisé, puisqu'on avait plusieurs nationalités dans la salle. Et finalement, une réflexion qui n'était pas forcément évidente au départ, mais qui apparaît au sein de ce cours, c'est la réflexion sur la dimension émotionnelle du rapport à l'autre, autrement dit sur l'importance des sentiments face à l'altérité. Et je pense que cette prise de conscience des étudiants, elle est importante parce qu'ils sont amenés à travailler à l'international. Je vous rappelle que c'est un cursus LEA, dans un contexte fréquent d'interculturalité, c'est-à-dire au contact avec des cultures autres et des individus qui s'y inscrivent, qui s'y réfèrent et qui s'en réclament finalement. Donc par rapport à d'autres formes artistiques, le cinéma, qui se situe à la jonction entre les cultures savantes et les cultures populaires, s'avère être un média relativement commode, complet, facile d'accès et d'utilisation pour accompagner les étudiants vers tous ces questionnements que je viens d'évoquer. Bien entendu, ce n'est pas le seul, on en voit d'autres. Je résiste pas. J'ai eu l'occasion, par exemple, d'aborder des aspects sociologiques de certains pays hispano-américains par le biais d'un cours sur le reggaeton. C'était pas forcément simple, mais bon, par le reggaeton, on peut aborder les questions de violence, de genre, d'interculturalité, etc. Donc pourquoi pas. Et je conclus. Je rejoins finalement ce que disait Caio Cristiano hier, d'une certaine façon, puisque finalement le cinéma me sert de leurre pour attirer les étudiants vers des objectifs universitaires souvent perçus initialement comme plus ardus et arides quand on les aborde de front. Ça ne les empêche pas et ça ne les dispense pas de mener tout de même, en fonction de leur lecture, les réflexions dont j'ai parlé, qui sont finalement plus poussées et plus structurées que ce à quoi ils se seraient eux-mêmes attendus, et ça ne les empêche pas non plus de développer leur sens critique. Ils doivent d'ailleurs, dans le dossier de synthèse dont je vous parlais tout à l'heure et qu'ils remettent à la fin du cours, répondre à la question « Jusqu'à quel point, selon vous, le cinéma hispano-américain permet de rendre compte des réalités, entre guillemets, du continent ?» Bref, je ne suis pas certaine que la démarche que je vous ai exposée me range dans la catégorie des profs araignées évoquée hier par Caio Cristiano.
Mais je pense qu'il ne m'en voudra pas de lui emprunter la métaphore, puisqu'elle me permet de boucler la boucle par rapport au titre de cette communication. En effet, si la vision multiple de l'araignée correspond bien à l'idée du prisme que vous aviez dans le titre, ou du kaléidoscope, si ça vous plaît plus, il nous appartient à nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, mais aussi à vous, en tant qu'étudiants, de déjouer ce prisme en reliant les regards croisés posés sur cet objet observé pour aboutir à une vision à la fois plus cohérente, plus complète et plus nuancée. Je vous remercie de votre attention. Bueno, muchas gracias por esta exposición tan interesante, ¿no? Esta manera de relacionar la investigación con la enseñanza. Y yo creo que incluso nos ha dado ganas o de montar cursos así o de asistir a un curso como el suyo. Tenemos tiempo para preguntas ahora. Pues, adelante, por favor. Adelante. Je vous en prie. Je suis un intrus à cette assise. En fait, je suis ingénieur de l'Université du Chili. Je suis content de voir mon drapeau sur l'affiche. Et je me demande quel a été le critère pour choisir le drapeau, puisque la langue espagnole est la langue qui est parlée dans le plus grand nombre de pays, et ça dépasse largement le nombre de drapeaux qui sont sur l'affiche. Et je suis docteur en maths appliquées, professeur dans cette université depuis 1992 et actuellement vice-président chargé de la qualité et de l'évaluation, à la fois des formations, de la recherche et de la gouvernance. Et je remercie ma collègue et amie Rosa Maria Frejaville de m'avoir invité. Je regrette de ne pas être venu hier. Et j'ai quelques petites questions qui m'ont interpellé. Et vous avez parlé de civilisation, et surtout au départ, et après, soudainement, on a commencé à entendre le mot culture. Alors, ça m'a tout de suite rappelé l'œuvre de Sigmund Freud, qui a été traduite en français par le malaise dans la civilisation, alors qu'en espagnol, ça s'appelle le malaise dans la culture, et je ne sais pas comment ça s'appelle en allemand. Et j'imagine que derrière la culture et la civilisation, il y a un problème qui est très à la mode, et une mode qui consiste en fait à dire plutôt tout et n'importe quoi, qui est celui de l'identité, et qui va servir éventuellement à choisir le destin politique de la France l'année prochaine. Et est-ce que ce cours contribue à la construction de l'identité de ces personnes, de ces élèves, de ces étudiants? Est-ce que l'identité est acquise ou est-ce que l'identité est innée? Et je ne suis pas toujours partisan de trouver le juste milieu, parce que je ne pense pas qu'on ait la température idéale quand on a la tête dans le four et les pieds dans le congélateur. Et après, deuxième sujet qui m'a beaucoup intéressé, tous ces mots qui finissent par disciplinarité. Et la pluri, l'inter, la trans et l'omni. Je ne suis pas allée jusqu'à l'omni. Oui, ici on est pluridisciplinaire, médecine comprise, on en est fier. On est un peu interdisciplinaire, on n'est presque pas transdisciplinaire et on n'est sûrement pas omnidisciplinaire puisqu'on n'a ni psychologie ni philosophie qui sont peut-être les deux filières qu'on devrait avoir. Et troisième aspect qui m'a interpellé de votre conférence, cette histoire des nouvelles technologies. J'ai bien peur qu'elles commencent à se transformer en un objectif pédagogique au lieu de rester dans leur coin en tant que moyen pédagogique. C'est-à-dire qu'on veut à tout prix utiliser tout et n'importe quoi, indépendamment de leur pertinence dans l'action pédagogique. On s'est proposé un renouvellement des techniques basées sur... on va être honnête, basé sur Microsoft pour enrichir Bill Gates,
Et on ne se pose plus la question sur si c'est adapté ou pas l'enseignement qu'on doit dispenser. Et vous avez parlé enfin d'approche historique, je dirais plutôt romanesque, parce que sans vouloir ressusciter un philosophe qui est plutôt oublié, et l'histoire écrite n'est qu'est du mensonge. C'est l'imposition de l'idéologie de la classe dominante sur les autres. Mais et l'approche scientifique n'est pas plus objective, excusez-moi, l'approche en français féminin, et n'est pas plus objective que l'approche historique, dans la mesure où derrière les sciences, il n'y a qu'un paradigme, et donc c'est encore de la subjectivité, c'est un mathématicien qui vous le dit. Par rapport au degré de lecture, on a évoqué lecture au premier degré, mais combien de degrés de lecture peut-il avoir si je reviens à la psychanalyse? Il y a un nombre infini. On commence par le contenu manifeste du rêve, on passe au contenu latent, mais dans le contenu latent, on peut vraiment descendre un nombre indéterminé ou infini, si vous voulez un mot mathématique, et de niveaux de lecture différents, et qui s'apprécie chaque fois qu'on fait raconter le rêve à la personne et qu'elle le raconte chaque fois d'une manière différente. Et pour terminer, cet aspect sentimental qui m'a beaucoup touché, parce que je suis persuadé que toute forme d'énergie n'est qu'une transformation du libido, de la libido, parce que je ne sais plus quel genre les Français ont attribué au mot libido. Et merci beaucoup féminin pour votre intervention et votre patience. Merci. Alors, je ne suis pas très sûre que tous les aspects que vous avez évoqués soient des questions. Je vais essayer quand même de revenir dessus. Je crois que globalement, on est d'accord sur pas mal de choses. Hein. Si je reprends à l'envers, alors le sentiment, bon, on en a parlé, je crois que là, c'est sûr, on est d'accord. Les degrés de lecture, c'est justement ce que j'essaye de montrer aux étudiants, c'est qu'ils sont multiples. Donc là aussi, on est d'accord. Je ne saurais pas vous dire combien il y en a. Justement, l'idée, c'est que peut-être on ne peut pas les dénombrer. La question de l'histoire comme vision dominante et de la subjectivité de l'approche scientifique, là aussi, on est tout à fait d'accord. Et c'est aussi pour ça que je demande aux étudiants de croiser les disciplines et les regards, parce que justement, je ne veux pas qu'ils prennent comme acquis qu'un scientifique a forcément l'apanage de la vérité ou que... Au contraire, un historien va être plus à même d'étudier un sujet que quelqu'un qui provient d'une autre discipline. Les nouvelles technologies, bon, ça fait partie de ma génération. Moi, j'arrive là dans l'enseignement, ça fait 7 ans que j'enseigne à l'université, on est dans les années 2000. Moi, j'utilise vraiment les nouvelles technologies comme ressources, comme support, mais je conserve quand même l'approche universitaire qui me paraît indispensable. Finalement, je repense à ce que présentait Maria de Fatima hier avec la publicité. Pourquoi pas utiliser la publicité comme support, mais évidemment, il faut qu'il y ait un minimum de réflexion dessus. Ça ne suffit pas. Alors sur les questions de multi, inter, trans, omni, disciplinarité, bon, je crois que finalement Louis est plus à même que moi, de répondre de façon structurée. Moi, c'est des catégories que j'utilise, disons, dans mon quotidien pour essayer de comprendre mes pratiques à la fois d'enseignant et de chercheur, mais sur lesquelles j'ai pas forcément un recul théorique très profond. Donc le multidisciplinaire, oui, forcément. L'inter, oui, puisque cette idée des regards croisés. Le transdisciplinaire, là, ça commence déjà à me dépasser un petit peu. Et l'omni, bien évidemment, non. Je ne peux pas prétendre à avoir toutes les approches en tête. Pour ce qui est de la question des identités acquises ou innées, là aussi, je vais faire une réponse de Normand. Hein, peut-être d'un oui, peut-être d'un non dans les deux cas. Peut-être qu'il y a une part d'acquis, d'inné, mais je suis convaincue qu'il y a aussi une part d'acquis. Et si les étudiants sont transformés identitairement à la suite de ce cours, j'espère que c'est dans un sens qui leur sera favorable.
simplement. Et j'espère que je n'ai pas contribué à des naissances de schizophrénie et autres, et autres difficultés. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Gracias. Oui. Fátima. Oui, comme je parle fort, je ne sais pas si j'ai besoin de micro, mais je voudrais revenir sur cette question de la civilisation et sur la question de l'identité en tant que question, en tant que questionnement. Comme je suis vieille de la vieille, je ne suis pas très jeune, je me suis confrontée au même problème que Sylvie, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble, que Sylvie Megevin. C'est les restrictions, le cadre français de l'américanisme, qui démarre par les géographes et qui nous comporte, double problème pour Sylvie et pour moi-même, qui est une restriction géographique aussi. L'Amérique, de l'américanisme français, j'entends bien au sein de l'hispanisme, effectivement, il est hiérarchisé par rapport à certaines disciplines, pas toutes, de l'hispanisme. Le siècle d'or était privilégié pendant longtemps par rapport à l'histoire contemporaine, des choses comme ça. Bref, c'était l'Amérique du Sud. La Caraïbe n'existe pas. Elle existe encore très peu. Sylvie est spécialiste de Cuba. La République dominicaine n'existe pas dans le schéma de l'américanisme français, ou très très peu, c'est vraiment résiduel. Ne parlons pas de Porto Rico et compagnie, qui ont été annexés aux États-Unis. Bref, nous on se confronte à un double problème. Tu le vois, tu es beaucoup plus jeune, mais certaines choses n'ont pas changé. Le problème de la civilisation, qui est effectivement une notion pour moi coloniale, je ne vais pas entrer dans le détail. Le problème de la civilisation qui est ancré, comme dans la nomenclature des maquettes, même maintenant, et la problématique de l'américanisme en elle-même, hein, qui est vraiment très, très restrictive. Hein, et il y a aussi une hiérarchie entre les anthropologues, les géographes, qui sont les grands privilégiés de l'américanisme français, vous savez bien, et les restrictions à certains pays, dans cette espèce de topographie qui est particulière à la France aussi. Et avec ça, on fait avec ça. Voilà, on fait dans ce cadre, et on fait avec toutes ces restrictions. Hein. Et je pense qu'on arrive quand même à faire des choses. Et sur la question de l'identité, au bénéfice de l'âge aussi, je dirais, mais vous pouvez me contredire, les hispanistes par là, la question de l'identité était un tabou dans l'académie, je dirais dans l'hispanisme français. Hein. On ne pouvait pas parler de nationalisme, enfin, je ne vous dis pas par rapport aux communautés autonomes espagnoles et tout ça, les thèses étaient rembarrées, moi on le voyait vraiment dans la pratique des choses. Et cette question, l'identité se pose comme un véritable questionnement, ce qui me paraît quand même très... elle ne s'impose pas, je ne pense pas qu'elle s'impose à cette pensée académique, mais elle se pose, hein, la question identité et représentation. Sylvie a écrit quelque chose, ou un colloque sur les Amériques noires, non, il n'y a pas longtemps, identité et représentation. Moi-même, j'avais fondé un master identité et représentation, justement, pour mobiliser cette question de l'identité ou des identités. Comment, sous quelles conventions, sous quelles restrictions aussi ces identités. Et le fait de le poser comme un questionnement, hein, c'est peut-être là, dans la problématisation, que, disons, l'université française est quand même très forte, je dirais, avec toutes les critiques que je pourrais faire. Mais ces questionnements sur les identités, moi, ça me semble quand même fructueux. Je ne sais pas comment tu l'as vécu avec tes étudiants. D'autant plus fructueux qu'on a des étudiants qui viennent de l'extérieur. On a d'autres étudiants. On a des étudiants martiniquais, guadeloupéens, qui ne se sentent pas métropolitains, qui sont comme dans un entre-deux. Et tous ces questionnements-là, je ne sais pas, ça peut... Dans mes cours de civi, je dirais, parce que j'ose même pas dire civilisation, ça me trompe un peu. Et ça a marché. C'est ce que tu as très bien dit, non?
ces regards croisés, non, on dit ici, les regards croisés sur l'Amérique latine et compagnie. Le fait qu'il y ait un Mexicain ou qu'il y ait, ça permet de mobiliser des choses et de sortir les étudiants qui sont les premiers à être hyper eurocentrés. Mais ils sont peut-être plus ouverts que nous, mais je pense que c'est sous forme de questionnement, c'est quand même très... Je ne sais pas, Natacha, voilà, c'est une remarque de vieille, mais aussi une question. Comment tu le vis? Comment je le vis, oui. Avec tes étudiants? D'abord, je vais revenir sur la question de la Caraïbe et de l'Amérique centrale aussi, qui sont effectivement souvent écartés dans les études américanistes. Alors moi, c'est pas mon aire de spécialité, quoique la Caraïbe indirectement, puisque j'ai travaillé dans ma thèse sur le Venezuela. J'essaye de les intégrer aussi, ces pays-là, à la réflexion. Le problème, c'est que la production cinématographique, excepté à Cuba et au Mexique, elle n'est pas très développée. Donc, du coup, dans le cadre de ce cours, c'est peut-être parfois c'est un peu compliqué. Au Venezuela, il n'y a pas grand-chose, je te le garantis. Pour des questions matérielles, finalement. Mais à Cuba, il y a pléthore de films, et là, forcément, il y a du matériel. Je ne peux pas concentrer mon analyse de la Caraïbe sur Cuba, parce que ce serait trop spécifique. Et la question des identités, oui, en fait, c'est intéressant parce que souvent, les étudiants, quand ils arrivent au début du semestre, identité, oui, ça leur évoque des discours... des discours politiques plus qu'un cheminement scientifique ou intellectuel. Donc, effectivement, quand on avance dans le cours, je vois que petit à petit, ils comprennent que le mot identité en lui-même est déjà un départ de nombreux questionnements. Et c'est vrai que quand on a des étudiants originaires d'autres parties du monde, pas seulement l'Amérique latine, hein, parfois on a des étudiants asiatiques aussi qui viennent dans le master, ça permet vraiment d'enrichir les débats. Ouais. Quand on a des groupes constitués essentiellement d'étudiants français, et en particulier quand ils n'ont pas encore eu l'opportunité d'aller ne serait-ce qu'autre part qu'en France, c'est un peu plus poussif. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas faire ce cours non plus avant le master, parce que les étudiants sont encore quand même jeunes et il manque souvent de vécu, en fait. Ça contribue, je crois, à la qualité de leur réflexion. Combien d'étudiants vous avez dans ce master? Ça dépend des années. L'année dernière, ils étaient une soixantaine. Cette année, ils sont une trentaine. On a eu une chute, non, presque 40. Et on a 2 groupes, généralement, de 20 à 30 étudiants. Bueno, muchas gracias, pero creo que tenemos otra comunicación antes del café. Entonces vamos a interrumpir este debate que podría durar mucho y ser muy interesante para dar paso a la siguiente, por favor. Bien, pues es un placer dar la palabra a Leda María Alves, de la Universidad de San Paulo, con su comunicación sobre la mediación metafórica de las denominaciones de la crisis económica mundial. Bom dia a todos. Sou Leda Maria Alves, da Universidade de São Paulo, e sou professora da área de Filologia e Língua Portuguesa. Bom, inicialmente eu agradeço à professora Rosa Frejaville pelo convite, não é, por todos os esforços para que eu pudesse participar destas assise. E
também pude participar, graças à professora Rosa, né? Pude apresentar uma aula, né? Um seminário para os alunos de português. E eu já disse a eles, alguns dos quais estão aqui, né? Que nunca eu vi numa universidade francesa tantos alunos de português juntos. Eu nunca, já falei algumas vezes para turmas de estudantes de português, mas eu fiquei realmente muito impressionada com o número de alunos, com entusiasmo, né? Então, isso certamente se acredita a professora Rosa, a Andréia, né? A Soraya, agora todos os professores envolvidos, né, no ensino da língua portuguesa. É uma bela lembrança, não é, que eu vou transmitir para a minha universidade, para a seção de relações internacionais, com as quais, né, nós temos um convênio, não é? A Universidade de Saint-Étienne tem um convênio com a Universidade de São Paulo. Bom, então eu vou numa direção diferente, né, da comunicação anterior. Eu vou falar de terminologia, não é? Da criação neológica, e tem a ver também com uma função didática, não é? Sobretudo do lado espanhol, não é? Em que os professores envolvidos são professores de tradução. E do meu lado, não é? Em função da neologia que vai se criando numa área de especialidade que é a economia. Bom, então, nesta exposição, eu vou apresentar e mostrar alguns os resultados iniciais do projeto que foi denominado Valores Culturais e Didáticos na Metáfora de Especialidade, as múltiplas imagens da crise econômica mundial na imprensa escrita, que é um projeto que está se desenvolvendo entre a minha universidade, a Universidade de São Paulo, e a Universidade de Vigo. E é um projeto que surgiu, assim, indiretamente, graças à professora Maria Tereza Lino, que, em 2012, organizou um colóquio sobre a terminologia da medicina e me convidou, não é? Como eu não trabalho com a terminologia da medicina, fiquei pensando como eu poderia participar, e aí, como eu tenho trabalhado muito com a economia, pensei em mostrar, né, como a medicina se entrelaça com a economia, sobretudo, né, para formar termos metafóricos, né, que são muito frequentes na terminologia de economia. E foi lá que eu conheci a professora espanhola Yolanda Galanes, que já trabalhava sobre a crise econômica que estava atingindo assim, a Europa, né, vinda dos Estados Unidos, e me convidou para fazermos um trabalho conjunto, né. Então, indiretamente, né, foi graças à participação nesse colóquio. Então, esse projeto, a professora Yolanda então, me propôs que fizéssemos um projeto conjunto. Ela já estava trabalhando sobre a crise econômica com o espanhol e outras línguas, como o francês, o galego, né, que ela é da Galícia. E, então, nós propusemos aos nossos respectivos países um projeto sobre o português e o espanhol, né? O português brasileiro e o espanhol europeu. Então, esse projeto foi aprovado, e foi aprovado pela CAPES, que é o organismo brasileiro, não é? Que estabelece assim, várias ações conjuntas com outros países, e o Ministério da Educação da Espanha, DGPU. E, então, ficaram como universidades participantes do Brasil a Universidade de São Paulo, e, na Espanha, a Universidade de Vigo, né, sob a coordenação da professora Yolanda Galanes Santos. E no Brasil, entraram também nesse projeto como universidades associadas, né, docentes, um docente da Universidade Estadual Paulista e um docente da Universidade Estadual do Maringá, que é no estado do Paraná, mas no estado de São Paulo. Então, esse projeto teve início em maio de 2013. Em princípio, oficialmente ele termina em dezembro de 2016, mas, bom, ele não terminará de fato, né? Há muitas coisas que nós vamos continuar fazendo. Então, como objetivo, nós nos propusemos um estudo morfológico, né,
conceitual e semântico comparado, do ponto de vista bilíngue, né, bilíngue, português, brasileiro, espanhol, europeu, e multicultural, né, do evento, a crise econômica mundial, por meio dos neologismos utilizados na imprensa do Brasil e da Espanha para explicar essa crise. E, também como primeiro objetivo, estabelecemos que as metáforas, né, as figuras, enfim, as metáforas, metonímias, sobretudo, seriam bastante estudadas, porque estão sempre presentes na terminologia da economia. Bom, além desses objetivos principais, o projeto também ele procura estudar a variação linguística, né? Porque, na medida que nós estamos estabelecendo corpos e analisando corpos, nós estamos também tomando uma direção, né, complementar àquela inicial, né? Então, observamos que a variação ela é bastante frequente e muito interessante, e também então, tornou-se um objetivo a ser bastante estudado. A dinamicidade dos conceitos econômicos, né? E estamos também a elaboração de um dicionário, que estamos chamando de DICEM, Dicionário da Crise Econômica Mundial, sob a forma de base de dados, né? Que vai estar online. Ele está se constituindo, ainda não está disponível, depois eu vou mostrar alguns exemplos, né, para que sirva de referência para o trabalho de terminólogos, né, tradutores, mediadores cultural. E também a nossa intenção é que o corpus organizado, né, ele esteja disponível para futuros projetos de pesquisa, não só nossos, né, mas para os interessados. Bom, como embasamento teórico mais importante, né, os principais autores, então, sobre linguística de corpos, Weber Sardinha, que já foi citado ontem pela Margarita Correia, a Tainin, que é professora da Universidade de São Paulo, também trabalha com corpos, estudos sobre a variação terminológica, Faustich, professora brasileira, e Judith Freixa, catalã, da Universidade Pompeu Fabra, e estudos sobre a metáfora e outras figuras, não é? Vários autores. Bom, esses aqui são apenas os principais. Bom, no nosso percurso metodológico, o sol está me atrapalhando um pouquinho, mas não tem jeito. No nosso percurso metodológico, nós fomos seguindo, primeiramente falando da constituição do corpus, nós tomamos como fontes, bom, jornais, né? E pensamos que cada língua teria três fontes jornalísticas, né? Então, 2 periódicos de circulação geral. No caso do Brasil, a Folha de São Paulo, que é o jornal que mais circula, e depois o segundo jornal que mais circula é o Globo. Para o espanhol, é El País e El Mundo. E um periódico especializado em economia, né, que, no caso brasileiro, é o Valor Econômico, no espanhol, é Expansión. Bom, e estabelecemos, como seria um trabalho assim, muito grande, tomar todos os exemplares, não é? Estabelecemos um dia por semana, que ficou a sexta-feira, não é? Pensamos, segunda-feira há poucas notícias, não é? Talvez poderia ser quarta-feira ou quinta-feira. Estabelecemos sexta-feira, não é? Bom, final de semana estava excluído. Então, fica um exemplar por semana às sextas-feiras desses jornais. Período de agosto de 2007 a dezembro de 2013, bom, que deu um total de 332 exemplares de cada um dos 3 jornais. Ou seja, 996 exemplares em cada língua. Então, nesses jornais, nós escolhemos as notícias que tratavam da crise, não apenas as notícias veiculadas em seção de economia, né? Mas tivemos que rastrear todo o jornal para ver nas outras seções, né? Porque a economia é uma disciplina, não é, que permeia todo o jornal, não é? Quando se fala de educação, né, cita-se, não é, algum problema econômico, né, orçamento. Então, ela permeia o jornal, não é? Então tivemos que fazer esse trabalho, né, manual, né,
para que pudéssemos ter não apenas o que ocorre na seção de economia, né, mas o que ocorre em todo o jornal. Bom, os textos eles foram salvos em formato TXT, né, e foram identificados com uma etiqueta, para que nós possamos, quando escolhermos o contexto, localizá-los, né, dentro do corpus. Estamos usando o Wordsmith Tools, é uma das possibilidades, né? Há outros programas. Bom, escolhemos esse. E como ele nos dá estatísticas, né? As concordâncias, os clusters, agrupamentos, né? E para a constituição da base de dados, nós estamos usando o programa Drupal. É um programa gratuito e que está sendo bastante usado na Universidade de São Paulo, pelo menos na minha unidade, que é a Faculdade de Filosofia, né? Porque é um programa não apenas gratuito, mas ele é de muito fácil acesso, né? Então, ele permite que nós, mesmo alguém que não saiba muito sobre informática, né, possa fazer inserções, né, possa manuseá-lo assim, com um conhecimento pequeno em informática. Então, foi por isso que nós o escolhemos. Bom, aqui nós temos já um print screen de uma página, da página assim, que seria mais inicial, né? Quando nós vamos introduzir um termo, um neologismo, não é? Nós temos que criar um conceito, não é? Seria uma pequena definição do que seria do conceito. Então, essa seria o início, né? Como campos obrigatórios, nós temos conceito, denominação e uma variante. Então, aqui nós já começamos com a fase, né, quando é possível identificar se o neologismo que vai ser introduzido, ele estava na fase pré-crise, né, no começo, ponto crítico, ou na saída, quando nós podemos identificar. Aqui nós temos uma página que permite a consulta às denominações, não é? O que nós chamamos de definição é sempre uma variante, né? Quando nós temos um neologismo, vamos considerá-lo variante e estabelecer uma denominação, né, que vai recobrir possivelmente mais de uma variante. As denominações, então, por enquanto, nós estamos considerando como denominação a variante mais frequente, né? Mas isso também pode mudar, porque, como todo o trabalho terminológico, não é só a frequência, né? Nós usamos muito o critério da frequência, mas, às vezes, um termo que é bastante importante naquela área, ele não é tão frequente, mas ele é importante. Então, a denominação, na verdade, ela pode mudar, né? Então, nós podemos consultar na ordem alfabética, não é? Podemos também, ali consultar pelo nome, ou então buscar, não é? Ali na linha vertical, né? Na coluna vertical, por ordem alfabética. Então, aqui nós temos já a consulta de variantes. Então, por exemplo, ativo... não estou conseguindo chegar direito. Ativo danhado, por exemplo, tem ativo tóxico, né? Já tem 137 ocorrências, né? E aqui é a página das figuras, né? Então, essas são algumas das páginas. E aqui, aqui é um exemplo de uma ficha que não está completa, né? Como ela aparece depois de ser preenchida. Ainda falta definição, né? Ainda faltam alguns elementos, mas são alguns dos campos que já foram preenchidos, né? Todos os pesquisadores, eles não têm que preencher todos os campos, né? Até se aconselha que não preencham o que não sabem sobre o que tem dúvidas, né? Melhor deixar em branco, e ser preenchido depois, por quem entenda melhor daquela parte. Bom, então, o que nós podemos dizer, não é, sobre o que nós já observamos,
é que nós, aqui eu estou citando o Augusto Silva, que é um pesquisador português na Universidade de Braga, né, que se dedica ao estudo da linguística cognitiva e das metáforas. Então, ele vai dizer que no corpus que ele estudou do português europeu, as metáforas conceptuais mais produtivas têm por domínios de origem o corpo humano, em particular os seus estados de doença. A crise é uma doença. As perturbações atmosféricas, geofísicas, crise e a tempestade, por exemplo, tsunami financeiro, né? E a guerra, né? Bom, então isso também é o que nós observamos no nosso corpus, né? É o que são os principais domínios que originam as metáforas, né? São esses. Bom, e o que a gente também pode observar, como muitos autores têm observado, né, que nas áreas técnicas, nas áreas científicas, se utiliza muito a metáfora, né? Então, a metáfora nas ciências, que eu estou citando Gibbs, elas ajudam a expressar ideias complexas, né, dificilmente explicadas de maneira literal, para compactar o discurso, né, tornando-o mais sucinto, que aí, então, é que ele chama a hipótese da compactabilidade, e para capturar a intensidade de nossas experiências fenomenológicas, né, invocando imagens sobre determinado acontecimento. Aí temos a hipótese da intensidade. Então, a economia, isso eu já tinha observado há muito tempo, com muita gente, né, muitos autores, ela sempre se prestou a ser o palco, né, da utilização de muitas metáforas, né, para a explicação dos fatos econômicos. Bom, e aqui eu vou dar alguns exemplos da medicina, né, do recurso às metáforas da medicina, que os economistas, os jornalistas, né, que tratam da economia, utilizam, né. Então, e o que nos interessa ver é se nós temos coincidência, não é, nas duas línguas, ou nós temos particularidades, não é, que sejam próprias de mais uma língua, de uma das línguas, né? Então, o que a gente tem visto, até com um pouco de decepção, né, da minha parte, é mais coincidência, né? A gente está querendo achar mais particularidades, a gente espera que ainda vai achar muita coisa ainda para fazer, não é? Nós estamos ainda bastante, numa parte assim bastante inicial, né? Então, aqui nós temos o estresse financeiro, né, no português, e o estresse financeiro, né? Então, temos uma coincidência, também colapso, né? O colapso... O que mexeu aqui? Colapso financeiro também, né? Bom, e temos, aqui eu já estou só com o português, não é? O colapso do Lehman Brothers, eu estou considerando aqui um termo, né? Porque ele é bastante recorrente, não é? Bastante frequente, então faz uso de um nome próprio, né? Então é o início da crise, não é? Com esse banco americano, não é? Que foi à falência por causa das dívidas hipotecárias, não é? Bom, o que a gente observa também, eu estou observando isso no corpus brasileiro, que nós temos também verbos em função metafórica, não é? E eu lembro que, no início dos trabalhos, dos estudos terminológicos, há uns 20 anos, 25 anos, nós acreditávamos que apenas os substantivos, né, eram termos, né? E depois fomos observando, né, que os termos podem ser expressos também por adjetivos, né, nomes adjetivais, né, e verbos, como nós temos aqui, não é? Impacto inflacionário, não é? Em dólar, colapsaram, né? Então, é um bom exemplo disso. Bom, temos, e do ponto de vista assim, da influência da medicina, não é? Nós temos todos os estágios de uma doença, né? A crise econômica é um contágio, né? Que pode contaminar, que pode contagiar, não é? Ela pode
determinar várias doenças, dentre as quais uma parada cardíaca, não é? Então, isso é muito recorrente nos dois corpora, né? Tanto no português como do espanhol, né? E aqui nós temos a asfixia do crédito e no contexto abaixo também uma colocação, né? Asfixiar a economia, né? Iniciada por verbo, né? Nós temos a asfixia da economia e temos também a formação verbal asfixiar a economia. Bom, então, de certa maneira, uma pergunta que se pode fazer, não é? Por que nós vamos encontrar, não é, a medicina assim, entrelaçada com a economia, não é? A medicina são ciências diferentes, não é? A medicina é ligada às ciências da saúde, não é? A economia às ciências sociais aplicadas, mas um dos fatos, não é, que elas têm em comum, não é, o fato de serem elementos muito importantes, muito presentes na vida cotidiana, não é? Nós temos necessidade, não é, de dinheiro e nós queremos ter saúde, não é? E aí esse entrelaçamento, né, ele aparece numa valsa, né, brasileira que data dos anos 50 do século passado, se chama Fim de Ano, do jornalista, né, já falecido, Davi Nasser e Francisco Alves, né? Então, que se diz, a primeira estrofe: adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Então, essa canção ela é muito cantada, né? Todo brasileiro conhece, e então ela sintetiza o que a gente precisa, né? Dinheiro, né? Sempre, se não muito, mas muito, né? E saúde, né? E no Brasil é comum, né? Quando a gente assim se faz uma saudação, né? Se deseja, né? Feliz ano novo para alguém, bom, sobretudo saúde, né? A saúde ainda é mais importante, né? Porque dinheiro a gente dá um jeito, né? Dinheiro e saúde, mas sobretudo a saúde, né? Porque dinheiro sem saúde também, né? Então há uma importância, né? Primeiro a saúde, né? A maioria acha isso, né? Então essa é muito comum a gente se falar isso, né? Com saúde a gente sempre dá um jeito, né? Agora sem saúde é que fica difícil. Então, elas estão muito presentes, né? E eu termino essa exposição com uma consideração, uma reflexão, né, do Augusto Silva, desse colega português que é um estudioso das metáforas, né, das suas funções. Então, que ele vai dizer, no artigo que eu já citei, em que ele estuda a crise econômica portuguesa, que, além da função explicativa e emotiva, as metáforas, ele fala das metáforas dos fenômenos naturais, da guerra e também da doença, não é? Das três. Eu estou enfatizando aqui as metáforas da medicina, as metáforas da doença. Então, ele vai dizer que elas têm uma função também ideológica, não apenas explicativa e emotiva, né? Então, vimos que elas servem para atribuir a culpa a causas externas incontroláveis, ocultar as verdadeiras causas, desculpabilizar as políticas e os sistemas financeiros e econômicos do mundo ocidental, ocultar as responsabilidades dos agentes econômicos e políticos, destacar os aspectos perversos e ocultar os aspectos benéficos das economias de mercado livre, e servem ainda para a catarse econômico para a promessa de mudança radical, né? Então, ele vê como uma atribuição a outrem, né? E não aos governos, né? Aos economistas, enfim, que estão no poder, não é? Realmente, esses problemas, no caso das metáforas da doença, da crise, do colapso, da síncope, não é, econômica. Então, ele conclui: a natureza automática e inconsciente destas metáforas leva a que a opinião pública
nem sequer se dê conta de que está a organizar o seu pensamento com base em ideias criadas por outras. Então, essa é a reflexão dele. Eu acho que, em parte, né, pelo menos, ele tem razão. Né? Quando a gente lê certos jornalistas, a tendência, né, dos jornalistas, a gente já está vendo por esse trabalho que há certos jornalistas, né, que são contrários ao governo, no caso do Brasil, né? Então as metáforas usadas são muito mais intensas, não é? Realmente a crise é alguma coisa terrível, muito terrível, né? Que precisa ser combatida com mudança de governo. Já um outro economista mais adepto, né, do governo, ele ameniza, né? Ele mostra assim, o fato, mas não com tanta drasticidade, né? Não é tão drástico. Então, aqui são as minhas referências bibliográficas. Então, agradeço a atenção. Muito obrigada. Bueno, muchas gracias por la exposición y es la ocasión para que haya alguna intervención, comentario, pregunta. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Ce n'est pas vraiment mon champ d'expertise, mais je trouve toujours très intéressantes ces analyses lexicologiques ou lexicographiques. J'ai juste une question à laquelle vous avez peut-être déjà répondu dans votre présentation, mais ma compréhension du portugais étant partielle, je voudrais vérifier. Quels sont les critères en fait, de sélection de votre corpus ? Les critères? Oui, comment vous choisissez finalement le corpus que vous décidez d'analyser ? Quel support, quel média, etc. Bon, nous avons choisi 3 journaux. Bon, ça pourrait être 4, 2. Bon, mais d'après mon expérience dans mon travail journalistique, j'ai préféré partir des journaux généraux, de la presse générale au Brésil et en Espagne. Alors, nous avons choisi 2 qui sont... Là, c'est un choix qui c'est pas un choix arbitraire, c'est un choix de la circulation des journaux. Folha de São Paulo, elle a un nom de la province de São Paulo, mais c'est le journal qui circule le plus, qui vend le plus. Alors, c'est ça les critères. Nous avons au Brésil, je pense qu'ailleurs aussi, un institut de vérification de la circulation, né, qui donne les chiffres des journaux vendus. Alors, avec ça, nous savons que Folha de São Paulo et après O Globo, ce sont les journaux généraux, de presse générale, qui vendent le plus. Et pour les journaux, nous avons trouvé que ce serait aussi intéressant d'avoir un journal plus spécifique. Hein. Au Brésil, nous avions au début 2. Moi, je pensais que nous avions 2, mais à l'époque, nous avons commencé, un an avant, un journal, Gazeta Mercantil, qui a circulé pendant des décennies, il ne circulait plus. Alors, il n'y avait qu'un valeur économique. Alors, le choix a été... Et pour l'Espagne aussi, je pense que c'est le même critère. Bon, et nous avons choisi le vendredi. On peut c'est-à-dire, lundi, ce n'est pas une bonne journée pour l'analyse parce que le journal est plus petit. Hein. Le week-end aussi. Des fois, il recense les nouvelles de la semaine, mais il y a beaucoup de choses de culture. Alors, pas le week-end. C'était du mardi au vendredi. Et d'après le journal Folha de São Paulo, le vendredi, il n'y a plus de nouvelles. Plus que le jeudi, plus que mercredi. Alors, c'est ça. Alors, mais entre mardi et vendredi, le critère a été de l'imprudence. Bon, mais nous avons nous avons analysé pas seulement les nouvelles de la section d'économie. Hein. Les journaux ont une section d'économie
parce qu'elle est très importante. Mais nous avons eu un grand travail au début pour la sélection des nouvelles. Nous avons feuilleté vraiment le journal en cherchant des nouvelles pas sur l'économie, mais où l'économie intervenait. Par exemple, si on parle d'art, un festival d'art, il y a un moment où il peut y avoir une mention à l'argent, aux ressources. Alors ça, nous avons pris ces nouvelles. La récolte du corpus a été manuelle, elle nous a donné beaucoup de travail. Mais en même temps, quand on travaille manuellement, on a l'avantage de commencer à voir les résultats. C'est aussi une analyse. Au début, on faisait tout ça manuellement. On cherchait les néologismes avec la lecture. Bon, c'était un gros travail, mais l'avantage est que, dans la mesure où on recueillait, on pouvait déjà avoir une analyse, on voyait déjà quelques résultats. C'est ça. Je garde le micro pour la peine, je me l'approprie. Vous avez fait cette analyse sur les journaux de plusieurs années? Août 2013, ça, on a mis ça. Août 2013-2016. Non, août 2007, parce que c'est le début de la crise économique en Amérique, et jusqu'à décembre 2013, parce que nous, on devait établir une fin. Ça veut dire que la crise n'avait pas tout à fait fini à cette époque, mais nous, on devait marquer une fin, parce que nous avons commencé en 2013. Et est-ce que vous avez vu recueillir encore plus au fur et à mesure de l'analyse, ce serait plus compliqué. Et vous avez vu une évolution ou pas entre 2007 et 2013? On est en train de voir. Pardon. On est en train de. Ça veut dire d'après les agences de financement, les projets finissent cette année, en décembre de cette année, mais il n'est pas fini. Ils nous donnent beaucoup de matériel, beaucoup d'études. On va pas le finir maintenant. Et après, on va disponibiliser la base de données. C'est un projet encore qui va durer quelques années. Parce qu'il est très riche. Il est très riche. On n'avait pas pensé à étudier à fond la variation, mais moi, je vois des choses très, très intéressantes. Alors, il faut l'étudier aussi, por exemplo. Tá, eu passo ao português, mas rapidamente, já me avisaram que estamos atrasados. Em relação, portanto, ao número de termos, quantos termos já encontraram? Tem uma ideia? Termos? Sim. Sim. Nós devemos ter uns 1.500. E nas duas línguas? Sim. E a taxa... mais espanhol está mais adiantado. O espanhol está mais adiantado. Tem mais crise agora, talvez. Ou teve mais crise. Não, é mais tempo. E a coincidência entre as duas línguas é quase total? Sim, é muito grande, até decepcionantemente muito grande, né? Porque a gente quer encontrar assim, diferenças. O que é impressionante é que tem estresse financeiro e do outro lado do Atlântico tem estresse. Sim, é muito comum. Financeiro. Será que estes jornalistas não se influenciam por a língua inglesa ou francesa? Não sei. Sim, também. Okay. Isso elas têm mais elas trabalharam antes com o francês, né? Mas certamente o inglês acho que para as duas línguas porque é uma coincidência muito grande utilizarem os mesmos termos dois países separados por um grande oceano ao mesmo tempo, na mesma semana, à sexta-feira, no jornal dos dois países. É incrível. A economia é uma ciência, no jornalismo econômico, né, há muita influência, porque às vezes eles recebem as agências, né, aqueles que traduzem, né, os jornalistas que traduzem as agências, então vem muita influência do inglês, não é? Isso
vai para as duas línguas. Mas o que eu gostaria de encontrar mais são as diferenças, né? Porque a gente tem essa finalidade de ver culturalmente, né? Mas, por enquanto, a gente está vendo, sobretudo, coincidências. A questão da interculturalidade aqui está mesmo esbatida. É uma mundialização. Oui, c'est ça. Mais enfin, si c'est ça, il faut constater ça. Bon, c'est comme ça. Bon. Nous avons des petites... par exemple, le président Lula, il a dit une fois, au début de la crise au Brésil, il a dit que la crise ne serait pas un tsunami, ce serait uma marolinha. Uma marolinha é português. Ou marolas et marolinhas, ça c'est très connu, hein, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans la presse espagnole, sauf quand on reproduit Lula. Mais ce n'est pas une création vraiment de la presse espagnole. Bon. Pronto, obrigada. Acabou só. Bueno, tenemos ahora unos minutos para la pausa en el café.